Bonsoir. Bonsoir François Sureau. Bonsoir. Quelle joie de vous retrouver. C'est gentil, je suis toujours content d'être là. Je m'étais dit qu'on pouvait faire un atelier confection parce que j'ai vu un truc que j'adore à l'entrée à droite qui est une crèche de Noël à construire. Voilà. Enfin, on va parler littérature. Oui, on va essayer de parler littérature pour un très beau récit qui est un petit bijou que nous sommes très nombreux et nombreuses à la librairie, je dois le dire, à avoir adoré. Un an dans la forêt, publié aux éditions Gallimard. Un livre où il se passe beaucoup de choses. On va d'abord évoquer un homme qui compte beaucoup pour vous, que nous avions déjà croisé dans L'Or du Temps, votre précédent ouvrage, enfin votre gros opus qui est paru donc, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, juste avant Ma vie avec Apollinaire. Aujourd'hui, c'est la figure de Blaise Cendrars que vous nous proposez de découvrir par petites touches, mais par des touches à la fois très intimistes, qui font écho dans votre vie aussi. Et tout démarre avec donc, ce très beau titre, Un an dans la forêt. La forêt est prédominante dans ce petit récit, et pour vous, la forêt, ça compte beaucoup. Chacun a ses refuges personnels. Et pour moi, la forêt est un refuge personnel. Il y a des gens pour qui le refuge personnel, c'est la mer, par exemple. Et moi, c'est la forêt pour des tas de raisons complexes, étranges d'ailleurs, dû au fait que notre maison d'enfance était adossée à une grande forêt, donc je passais beaucoup de temps dans la forêt quand je voulais être tranquille. Dû au fait que la forêt est le refuge idéal pour un anarchiste modéré. L'anarchiste non modéré, c'est le type qui n'aime pas les lois, et qui est prêt à toutes sortes d'excès. L'anarchiste modéré, ce qui est mon cas, n'aime pas les lois, mais en tout cas ne veut pas subir les conséquences de l'absence de loi. Si vous supprimez des lois en ville, ça va être épouvantable. Les gens vont se taper dessus les uns sur les autres, ça va être absolument affreux. Si vous supprimez des lois dans la forêt, il ne se passe rien. Au mieux, vous avez la forêt de Sherwood, Robin des Bois avec ses potes, Saint-Séraphin de Sarov dans sa forêt avec son ours, Saint-Florentin d'Alsace, dont la petite maison a servi pour... décrite par Annecy, a servi de modèle à l'une des premières cabanes dessinées par Walt Disney dans ses premiers dessins. Et pour moi, la forêt, c'est un univers de ressourcement personnel et de un peu l'équivalent de ce qu'est la montagne pour les Chartreux, vous savez. C'est pour les apophthegmes des pères du désert, on demande au grand Arsène, qui a été Premier ministre de l'empereur byzantin, ce qu'il faut faire pour être parfait, et il répond simplement « fuis et tais-toi ». Et la forêt représente pour moi cet élément de fuite et de ressourcement. Alors ce qui m'a passionné là-dedans, c'est de trouver qu'un auteur que j'aime bien, à la faveur d'une relation assez étrange avec une dame, avait trouvé cette occasion d'un ressourcement personnel alors qu'il était entre deux mondes, c'est-à-dire entre la Première Guerre mondiale, que Blaise Cendrars avait faite, perdant son bras dans les rangs de la Légion étrangère, à la ferme Navarin, et la Deuxième Guerre mondiale qui sentait venir. Je me suis souvent demandé depuis, maintenant quand je me rends compte par exemple que je suis plus vieux, mon grand-père était un héroïque combattant de la Première Guerre mondiale et il servait au 27e BCA, et je me rends compte maintenant que j'ai 15 ans de plus, je suis plus vieux que lui de 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire, ça, il est mort à 52 ans, il avait été casé à Ypres, et je suis plus vieux que lui de 15 ans. Et la succession des générations dans le temps, où l'on devient plus vieux que ses aïeux, est une sensation extrêmement troublante. Et je me suis évidemment posé la question de savoir comment un homme qui avait tout connu en 14-18, Verdun, l'Hartmannswiller-Kopf, le chemin des dames, etc., avait pu supporter l'entrée des Allemands dans Paris. C'est rien. C'est 20 ans. J'étais en Yougoslavie pendant la guerre, si vous voulez, il me semble que c'était hier. C'est rien, c'est absolument 20 ans. Blaise Cendrars avait fait cette expérience-là et on était totalement désorienté quand l'aventure commence en 1938. Voilà, et j'ai voulu réfléchir à la manière dont il avait trouvé la forêt comme élément de salut. Je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr, je vous en prie. L'autre chose, c'est que je n'aime pas la vie des écrivains, enfin je veux dire, je n'aime pas la vie des écrivains, je n'aime pas les biographies, vous voyez, j'ai horreur des biographies. J'ai spécialement horreur des biographies d'écrivains. La biographie d'un homme politique, d'un homme d'État, au
fond, sa vie a eu une influence sur notre destinée commune. Et donc, je trouve assez normal de voir qu'ils ont pris telle décision qui a affecté nos vies. La vie d'un écrivain n'a eu d'effet que sur ses livres, pas sur notre destinée commune. Et je suis un adepte du contre Sainte-Beuve de Proust, c'est-à-dire que je pense que l'homme qui vit et l'homme qui écrit ne sont pas le même. Et que tous les gens qui ont perdu leur bras à la ferme Navarin en 15 ne deviennent pas Blaise Cendrars. C'est la raison pour laquelle fouiller inlassablement le petit tas de secrets, comme disait Malraux, que constitue la vie d'un écrivain, est quelque chose qui m'inspire à la fois du mépris et du dégoût. C'est-à-dire que je trouve que les biographies, toutes les biographies d'écrivains, sont écrites par des gens qui n'entendent rien à la littérature. Ils entendent peut-être quelque chose au journalisme, mais rien à la littérature. Donc ça ne m'intéresse pas. En revanche, quelque chose me fascine et m'a toujours fasciné dans la recherche des écrivains. C'est pour ça que dans L'Ordre du Temps, comme dans Apollinaire, ou comme dans ce livre, j'aime beaucoup en parler, c'est d'essayer de scruter leur existence. Non pas leur existence dans ses détails, qu'a-t-il fait tel jour à telle heure, mais quel était leur état d'esprit, quelle était leur relation au monde, au risque de se tromper, et même de manière vague, vous voyez, pour essayer d'en tirer quelque chose et de les interroger comme on le ferait d'un ami. Quand on parle à un ami, on ne sait pas quel est l'état de son compte en banque ou s'il est parti avec une amie de sa femme. On ne le sait pas. Enfin, je veux dire, on souhaite ne pas le savoir. Et pourtant, il n'empêche qu'on peut comprendre qui il est et tirer quelque chose de sa conversation. Et c'est ça qui m'intéresse dans la relation avec les écrivains. Alors Cendrars en 38, c'est exactement ça. Alors, m'a intéressé aussi autre chose, c'est que ce sont deux inconnus. Alors, je vais dire un mot, si vous voulez, de Cendrars d'abord, d'Elisabeth Prévost ensuite. Ce sont deux inconnus. On connaît très peu Cendrars. Je ne sais pas si vous qui êtes là, vous le connaissez bien. C'est quelqu'un qui échappe de toutes parts. D'abord, il a été assez peu connu de son vivant. Il n'a jamais eu aucun grand prix littéraire, il n'a pas été élu à l'Académie française, il n'a pas eu de prix Nobel, il ne s'est rien passé. Il était connu comme une espèce d'écrivain un peu aventureux, une sorte de super Monfred, intermédiaire entre Monfred et Kessel. Il était journaliste, il écrivait dans Paris Soir, il avait énormément voyagé, mais il n'était pas reconnu comme un très grand écrivain. En fait, la consécration de Cendrars, c'est quand il est publié en Pléiade. Avant, il n'y a rien, on ne sait pas. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui correspond merveilleusement bien à ce monde éclaté qui est le nôtre. Vous savez, la phrase classique, le monde est fait pour aboutir à un grand livre. Je pense que cette phrase se termine pour nous avec Marcel Proust. Depuis Proust, personne n'a eu la patience, l'idée, le sacrifice ou l'ascétisme d'enfermer la totalité du monde réel dans un seul livre. En revanche, nous avons des écrivains de la dissociation, d'une certaine manière. Apollinaire en est un, et surtout Cendrars, qui a tout essayé. La poésie, jusqu'à l'ablation de son bras, le reportage, la nouvelle, les traductions, les essais critiques, les romans absolument foutraques, tout, jusqu'à ce texte qu'on republie ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, qui est La fin du monde, raconté par l'ange Notre-Dame, qui est un véritable chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre surréaliste, quelque chose de très très étrange. En fait, Cendrars, il rentre dans le monde éclaté, un monde où l'œuvre d'art traditionnelle n'est plus possible, et il essaye quand même de faire son chemin à l'intérieur de ce monde éclaté avec l'art. C'est une chose qui m'a toujours plu chez lui, mais qui aussi le rend d'accès un peu difficile, parce que personne ne peut prétendre avoir une idée de Cendrars dans sa totalité. Nous pouvons tous avoir une idée assez simple de Stendhal, de Balzac ou de Chateaubriand, ou même de Proust. Cendrars échappe par tous les côtés. Une autre chose qui me passionne d'ailleurs chez lui, et qui le met assez radicalement à part de beaucoup de gens, c'est qu'il ne se plaint pas du monde moderne. Ça, c'est quelque chose qui me fascine chez lui comme chez Apollinaire. Il a été, comme les futuristes, comme tous les gens de ces années-là, fasciné par le monde moderne, fasciné par l'industrie, par les voyages, par les paquebots, par les avions, par la peinture abstraite, il a été fasciné par tout ça. Cet homme qui en a été fasciné en a plus qu'un autre souffert, exactement comme Apollinaire, puisqu'il est l'une des premières victimes, dès 1915, de l'horreur de la guerre industrielle. La guerre de 14-18, c'est pas la guerre en dentelle, c'est une guerre industrielle. Ce sont les conséquences sur des masses énormes d'hommes de cette espèce d'avènement de la civilisation industrielle, technique et mécanique. Il est l'un des premiers à en souffrir, il perd son bras. J'ai saigné reste pour moi le plus grand livre sur la guerre du XXe siècle. Et pourtant, ça ne l'a pas rendu plaintif. Exactement comme Apollinaire. Ça aussi, ça m'a beaucoup frappé, parce que nous vivons dans une époque
qui est absolument divisée entre les progressistes d'une part, ça sera mieux demain quand on mangera plus de viande et que tout le monde ira en chaussons de feutre, et les réactionnaires, genre c'était bien quand tout le monde avait une blouse grise et qu'on allait à l'école à 6 heures au son du clairon. Bon. En réalité, Sandrard comme Apollinaire échappent complètement à cette division absurde, mais complètement. Ils ont incorporé le monde moderne, et tout en ne s'en plaignant jamais, alors même qu'ils en avaient souffert. Et ça, c'est une chose qui me plaît vraiment chez lui. Tout ça fait quand même que c'est un inconnu pour nous, Sandrard. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu les uns et les autres de lui, mais il faut certainement commencer par lire Pâques à New York, qui est pour moi l'un des plus grands poèmes de la poésie française du XXe siècle, l'équivalent de Zone. Et on voit très très bien l'influence que Sandrard a eue sur le Zone d'Apollinaire. Donc il y a lui, qui est quelqu'un de relativement insaisissable, inconnu, et puis alors il y a elle. Alors elle est fascinante quand même. C'est une vraie découverte. Alors, moi j'étais très étonnant. Alors on trouve des bribes, par exemple dans le journal d'Hélène Opnaud, en 3 volumes, on voit apparaître au cours, Henri Opnaud doit être ambassadeur en Uruguay, au Paraguay, Louis Jouvet fait une tournée. Dans la tournée de Louis Jouvet, il y a une dame qui joue de temps en temps pour Louis Jouvet et qui est Elisabeth Prévost, qui a dû jouer 2 petits rôles quand elle avait 24 ans, qui est là, et qui ensuite d'ailleurs était l'organisatrice des tournées de Jouvet, si je puis dire. Et Hélène Opnaud est absolument fascinée par cette femme. Mais on en parle très peu. Elle écrivait des... je vais raconter sa vie en 30 secondes, parce que c'est quand même... Cette histoire est quand même incroyablement romanesque. Je vais faire un peu Pierre Tchernia, l'oncle Paul, mais elle a, quand ils se rencontrent, Sandrard a 51 ans et elle 23 ou 24. Elle est la fille d'un maître de forge des Ardennes, donc elle a plein d'argent. Et sa mère était d'une dynastie de banquiers, je ne sais pas pourquoi la mère est partie, je ne sais où, elle a été élevée par son père dans une espèce de petit manoir qu'ils avaient dans les Ardennes. Alors déjà, son père l'élève de manière... D'abord, son père l'envoie dans un tas de pensionnats en Angleterre. Elle a un côté assez anglais, en fait. Quand elle revient, lui donne une éducation un peu spéciale. Par exemple, pour sa première communion, il lui offre un fusil de chasse, avec des chevrotines, pour qu'elle puisse aller toute seule tirer les sangliers dans la forêt, parce que c'est quand même pas commun comme cadeau de première communion. Évidemment, élevée comme ça, elle finit par d'ailleurs, en plus, on lui donne des chevaux, donc elle s'intéresse au polo, c'est une excellente cavalière, elle monte une écurie de polo, enfin bon, donc tout ça est très très bien. Et puis elle décide que ça suffit, et elle parcourt littéralement le monde. C'est-à-dire qu'elle fait 3 fois la traversée de l'Afrique du nord au sud, la traversée de l'Europe jusqu'à Vladivostok, elle va exploiter une mine d'or en Tanzanie, enfin je veux dire, elle fait des choses absolument incroyables. Joseph Kessel, qui l'avait rencontré, disait « elle a plus voyagé que moi ». Ce qui est quand même dans la bouche de Kessel quelque chose d'assez extraordinaire. Et elle a déjà fait la moitié de tout ça quand Sandrard la rencontre. On l'appelle déjà Mozambique. Hein. On l'appelle Mozambique, parce qu'elle avait... On la surnomme Mozambique, parce qu'elle avait exploité une mine d'or au Mozambique. Enfin bon. Et alors pourquoi Sandrard la rencontre? Ça c'est absolument touchant. Sandrard, à l'époque, quand il la rencontre, en fait c'est un type malheureux. Il a 51 ans, il n'a plus son bras, et il est à la fin d'une partie de sa vie. D'ailleurs, après il ne voyagera plus. Il est à la fin d'une partie de sa vie. Il a toujours été un être de fuite, il a fui dans la guerre, dans l'engagement à la Légion étrangère, dans la Russie, juste avant la révolution bolchevique, il a fui au Brésil, il a fui partout. Alors, reste à savoir ce qu'il fuyait, mais ça c'est un autre débat. Et au fond, il a arrêté d'écrire de la poésie. Vous savez, c'est la main coupée. C'est-à-dire qu'il appelait, il disait c'est le bras de la poésie. En 15, quand il perd son bras à la ferme Navarin, il est amputé du bras immédiatement et il n'écrira plus jamais de poésie. Et il l'appelait le bras de la poésie. Le bras de la poésie lui a été enlevé. Il n'avait plus qu'une seule main. Et c'est très bouleversant quand on lit les lettres de Sandrard, les lettres qu'il lui écrit à elle, les lettres qu'il écrit à d'autres. Ici toujours ma main amie Blaise, c'est la seule qui lui reste. Il est donc amputé, il a 51 ans, il a cessé d'écrire de la poésie, cessé d'écrire des romans, il a cessé de faire des reportages. Il en a assez, vous savez, bourlinguer, Rome, l'or, traverser le monde, faire des portraits de type extraordinaire, un peu à la Kessel, vous voyez, genre « Tous n'étaient pas des anges », le côté écrivain de la pègre, j'ai connu des types bizarres à Vladivostok, enfin, tout ce que les journaux adoraient. Il a fait des reportages, il en a assez aussi. Le dernier qu'il ait fait, qui est quand même très très beau, c'est au moment de la visite des souverains britanniques à Paris en 34 ou 35.
Juste avant ça, il y avait eu je ne sais plus quelle ligne c'était, dans la ligne du Havre à New York, je ne sais pas si c'était pas le France à l'époque, c'était le Normandie. Voilà, le Normandie, qui était le voyage inaugural du Normandie. Donc à l'époque, comme le Figaro Magazine ferait maintenant, on paye toutes sortes d'écrivains pour aller dans les salons du Normandie en smoking, histoire d'expliquer ce qui s'y passe. Et Sandrard décide d'accepter, simplement lui, il va dans la chaufferie avec les gars qui font tourner le Normandie, et il en tire un reportage absolument extraordinaire. Mais même ça l'a lassé. Il en a assez, il est assez déprimé, il ne peut plus écrire. Et en plus, il a quitté sa première femme, et il est très amoureux depuis quelques années déjà de son éternelle fiancée qui s'appelle Raymonde du Château et qui était également une actrice de Jouvet. C'est elle qui joue le rôle de la femme de ménage dans Hôtel du Nord, si je me souviens bien. Voilà. Donc il est très amoureux de Raymonde du Château. Et puis il se passe quelque chose de terrible, c'est que Raymonde du Château part avec son meilleur ami. Alors, son meilleur ami, que les plus vieux d'entre nous connaissent, s'appelait Pierre Guillain de Bénouville, et est devenu ensuite un très grand résistant, qui était un gars qui travaillait avec Marcel Dassault, qui était le président du Jour de France. Enfin, je ne sais pas si le Jour de France existe encore, enfin en tout cas quand j'étais jeune ça existait. Et Bénouville était un très grand résistant de l'époque. Bref, sa fiancée se barre avec Bénouville. Et voilà Sandrard qui reste tout seul, qui quitte son appartement, sa maison, enfin il n'a plus d'argent d'ailleurs, et il va s'installer à l'Alma Hotel. À l'Alma Hotel, c'est juste à côté du pont de l'Alma, c'est une espèce de petit hôtel merdique. Il a une chambre sous les toits qui lui est louée pour 3 sous 50, et il écrit là vaguement sur une machine à écrire. Et là, il a un autre ami, puisqu'ils étaient trois, son deuxième meilleur ami, qui lui, pour le moment, n'est parti avec personne, est également un type connu de cette époque, puisque, c'est d'ailleurs assez fascinant, puisque voilà 3 personnes qui ont pris des chemins absolument différents pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est Pierre Pucheux, je ne sais pas si vous voyez qui était Pierre Pucheux, qui a été ministre de l'Intérieur de Vichy, qui a été l'auteur du texte scélérat sur les sections spéciales et qui a été fusillé à Alger en 42 ou 43. Voilà. Et Pucheux, le voyant triste, lui dit « mais il faut absolument sortir de ce marasme » et lui présente cette jeune femme. Quelle est l'idée? Je ne pense pas qu'il va y avoir une intrigue sentimentale entre eux, mais il trouve qu'au moins elle va le distraire, et que peut-être Sandrard arrivera à lui faire publier ses reportages en livre, travailler, faire de la littérature, etc. Mais elle s'en fout. J'aime bien ça d'ailleurs chez elle, parce que maintenant, comment dire, on croise des tas de gens, enfin, je veux dire, on publie trop de livres, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est fascinant. Moi, je pourrais fonder l'association des gars qui n'en font pas, quoi. Enfin, malheureusement, je ne suis pas placé pour la présider, mais tout le monde, enfin, voilà, les épisodes les plus minables de la vie quotidienne, les aventures les plus grotesques et les plus plates, enfin, tout est prétexte à écrire des livres. Et cette femme qui, elle, avait connu des choses absolument extraordinaires, ne voulait pas en écrire. Elle ne croyait pas qu'on était là pour raconter sa vie. Bon, j'en ai pas la cruauté de donner des exemples contemporains, mais en tout cas, elle ne voulait pas raconter sa vie. Et Pucheux pensait qu'elle devrait le faire. Et donc il la présente à Sandrard, à l'Alma Hotel, en 38. Et elle monte dans la chambre voilà, donc il se retrouve dans sa chambre sous les toits, là. Elle fait un très très beau portrait de lui, d'ailleurs, en disant que, d'abord, elle explique qu'elle savait que c'était un type célèbre, à son époque. Elle n'avait jamais rien lu de lui, absolument rien. Et elle est frappée par le fait qu'il parle très peu et qu'il écoute extrêmement bien. Voilà. Mais elle lui paraît quand même un peu triste. Et à la fin de cette rencontre, elle l'enlève. Elle l'enlève, elle lui dit « vous pouvez pas rester comme ça, bon, venez avec moi, partons. Partons dans les Ardennes. » Et là, elle l'enlève, elle l'emmène dans les Ardennes. D'ailleurs, le livre La forêt vierge, à Selva, la traduction du portugais, est dédié à Bi, il l'appelait Bi, B-E-E, Elisabeth, à Bi qui m'a enlevé. Voilà. Et donc, il part avec elle dans les Ardennes, et là, ils vivent pratiquement 1 an dans les Ardennes. On ne sait pas exactement comment. Je pense qu'il la voyait en camarade, mais en même temps, il avait une relation plus profonde que ça avec elle. Il l'appelait Mademoiselle mon copain, et il écrit d'ailleurs dans L'Homme foudroyé qu'il l'a portraituré sous le pseudonyme de Diane de la Panne, et il expliquait qu'elle buvait autant que lui. C'était on a vu, j'ai vu une photo d'elle, Opnaud l'a décrit assez bien. C'était une grande fille, paraît-il très belle, avec les cheveux courts, des yeux d'un bleu de saphir, mais assez
androgyne, quoi, vous voyez, assez garçon manqué, comme ça. Bon. Et donc, il passe... Alors, ce qui est touchant, c'est que c'est pas juste deux camarades. Par exemple, une chose qui m'a beaucoup touché, je n'ai pas dit dans le livre, mais qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il a un truc d'homme amoureux, par exemple. Il n'y a aucune trace avant ça dans les livres de Stendhal, il n'y a aucune trace d'un amour de l'équitation, c'est de l'art équestre. C'est pas le commandant garde-fort, la Milady, le cadre noir, c'est pas du tout son truc. Il y a des tas de choses, mais pas ça. D'ailleurs, à la Légion, il était dans l'infanterie. Donc, c'est pas du tout son truc. Elle, en revanche, c'est sa passion. Les chevaux, monter à cheval, dresser les chevaux, etc. Et sitôt qu'il arrive, il est converti à ça. Il passe des heures à la regarder monter à cheval, il décide d'écrire un livre sur le cadre noir, il veut qu'ils fassent ensemble un film sur le cadre noir. Il y a quelque chose d'absolument touchant, vous voyez, comme un homme amoureux qui tout d'un coup s'incorpore, s'approprie les goûts de l'objet aimé, si je puis dire. Et ça, c'est assez fascinant de la part de Sandra. Et puis, voilà, ils vont vivre là-bas pendant un an, alors avec des différents épisodes que je raconte qui sont absolument foutraques. Il y avait un ancien dompteur du cirque Bouglione qui s'occupait de ses chevaux, qui avait perdu comme Sandra une main. Enfin, tout ça était extraordinaire, jusqu'à la déclaration de guerre où ils se séparent. Et là, il se passe deux choses absolument extraordinaires qui me rendent Elisabeth Prévost fascinante, deux choses différentes. La première, c'est que lui, il s'en va, c'est la déclaration de guerre, il s'en va et il veut se réengager à la Légion étrangère pour y aller à nouveau. La Légion étrangère ne veut pas de lui. Il a un bras en moins, il a 52 ans, il est faible, il n'est pas en forme physique, il est trop connu en plus. Enfin bon, la Légion n'aime pas ça. Et donc, il ne peut pas s'engager à la Légion. Et donc il va trouver un boulot de correspondant de guerre à l'armée britannique, parce qu'il veut quand même être du bon côté, si je puis dire. Et puis l'armée britannique va se réembarquer à Dunkerque, il va être laissé sur le pavé, et il va gagner assez piteusement Aix-en-Provence, où il va vivre sans rien publier, sans rien faire, dans un état d'accablement complet pendant toute la période de l'occupation. Mais il voulait se battre, il voulait faire la guerre, et en fait, il ne la fait pas. Elisabeth Prévost reste sur place et d'elle-même rassemble les civils des régions envahies pour, au long de convois, y compris en dépensant son argent, au long de convois absolument épouvantables, les amener en lieu sûr, elle-même seule. Ensuite de quoi, elle est décorée comme Sandra au cours de la première de la Croix de guerre 39-45 pour son héroïsme au cours de la débâcle. C'est assez étonnant. Donc elle fait ce qu'il aurait voulu faire, elle n'a pas fait. Quand ils étaient là-bas, ils avaient fait un projet absolument fou qui était de faire le tour du monde en cargo. Un cargo, un catamabarque, qui devait être financé par Pierre Lazareff, qui était le propriétaire de Paris Soir. Donc ils avaient organisé tout ça pour faire le tour du monde, et puis le tour du monde ne s'est pas fait parce que la guerre a eu lieu. Et pareil, qu'a fait Sandra après, il n'est pas sorti de chez lui, rue Jean Dolan. C'était fini tout ça, vous voyez, la première époque de la vie où on vit, la deuxième où on écrit, c'était fini. Et il publie « Emmène-moi au bout du monde », qui est un livre magnifique, sans jamais quitter sa chambre. Mais elle reste seule, et c'est elle qui va faire ce voyage seule, 4 ans avant sa mort, à l'âge de 85 ans, sur un cargo, seule. Et elle fait le voyage autour du monde qu'elle avait rêvé de faire avec Sandra. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. On ne sait pas ce qu'il y a eu entre eux du tout. Et quand elle est morte à l'île d'Ouate en 96 ou 98, seule, elle a toujours vécu seule. Elle est morte à l'île d'Ouate et on a trouvé des lettres, des copies de lettres envoyées à Sandra, des lettres reçues par Sandra, des lettres reçues par elle, enfin bon, quelques souvenirs. Mais dans ces souvenirs, une phrase dans le manuscrit qu'on a trouvé chez elle quand on a vidé ses affaires après sa mort, qui est « Blaise Sandrard est l'homme qui, pour toute ma vie, a le plus marqué mon cœur et mon esprit. » C'est tout. Et ils ne se sont jamais revus. En revanche, Sandrard, quand Sandrard meurt, Raymond, qu'il a fini par retrouver et épouser, après des funérailles à l'église Saint-François-Xavier, veut le faire enterrer au cimetière des Batignolles. C'est très difficile de se faire enterrer à Paris, comme l'a prouvé l'épisode de Michel Léon, auquel on n'arrivait pas à faire enterrer à Montparnasse. C'est très difficile de se faire enterrer à Paris. Et donc c'est pas possible de se faire enterrer à Paris. Et là, que fait Raymond ?
Elle va trouver Elisabeth Prévost et elle lui dit « il faut enterrer Blaise à Paris ». C'est Elisabeth Prévost qui trouve la sépulture de Blaise Cendrars au cimetière des Batignolles. C'est la seule fois, si je puis dire, où elle est revue. Moi, j'aime beaucoup ces figures de femmes. Il y en a, elle est extraordinaire. Il y a une autre que j'aimais énormément, qui était Louise Faure-Favier. Je ne sais pas si vous voyez que c'était... Louise Faure-Favier était une amie d'Apollinaire, première femme journaliste professionnelle et titulaire d'un assez grand nombre de records d'aviation. Et qui est celle qui a veillé Apollinaire quand il est mort, qui lui a mis son uniforme de soldat à côté, boulevard Saint-Germain. Voilà, donc la rencontre entre ces deux, voilà, c'est ça qui m'a plu. D'abord l'investigation de la vie de Cendrars, parce que je pouvais en comprendre, la rencontre de ces deux personnages, dont cette femme complètement inconnue, que tout ça se passe dans la forêt, et que tout ça soit entre deux mondes, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, chez des gens séparés par l'espace d'une génération. J'ai trouvé ça absolument fascinant, et depuis que je l'ai écrit, je dois dire que ils continuent d'occuper mon esprit, eux tous les deux, là, leur histoire étrange, ce qu'ils ont trouvé l'un chez l'autre. Ce qui est fascinant quand même, c'est qu'après ça, Cendrars a recommencé à écrire quand il était là-bas. Il a recommencé. C'est là où il écrit son premier ébauche de Villon, et c'est là où il recommence à écrire L'homme foudroyé. Voilà. Ils étaient touchants l'un avec l'autre. Par exemple, bien qu'elle soit riche, et que lui, de temps en temps, il avait de l'argent, parce qu'il y a des trucs qui marchaient plus ou moins bien, les droits d'auteur, il se prêtait de l'argent réciproquement. C'est quand même assez... On voit ça dans la correspondance, il se prêtait de l'argent réciproquement. Par exemple, au moment de la première mobilisation après Munich, tous ses chevaux sont réquisitionnés, voilà, il y a une... Et il vient de toucher je ne sais quel droit d'auteur, et il lui met sur son lit, sans rien dire, une gigantesque cocotte en papier composée de billets de 1000, mais il ne s'en parle jamais. À un autre moment, c'est lui qui est dans la mouise au cours de l'année fatale, et elle dépose sur le bureau où il écrit un fer à cheval pour se porter chance, avec de l'argent, et il n'en parle jamais. Ben, il y a un côté extrêmement touchant dans la relation. Ce que vous évoquez aussi dans votre livre, par petites touches, c'est aussi un portrait un peu mystique aussi, de l'homme mystique qui était Cendrars, c'est-à-dire vous dévoilez ce patron, ce saint patron qui était Benoît Labre, qui pour lui a été très important. Il se convertit au catholicisme, se marie ensuite avec Raymond. Finalement, c'est une facette que vous avez découverte en écrivant ce livre, ou vous le sent dans sa littérature? Je la pressentais, parce que franchement, enfin, pour moi, le plus beau poème chrétien du XXe siècle n'est pas qu'à New York, enfin, qui est réellement impressionnant. C'est, sans rentrer dans les détails, parce que je serais indiscret, mais c'est quelque chose à quoi je suis extrêmement sensible. Je ne sais même pas si Cendrars croyait en Dieu. Il y a chez Cendrars une érudition spirituelle qui est réelle. Alors, par ailleurs, d'ailleurs, les biographes qui en parlent, crétins de biographes, les biographes qui en parlent de manière particulièrement surprenante. Par exemple, il explique que quand le gars se déplaçait en voyage, il avait toujours avec lui les volumes de la patrologie de Migne. Qu'est-ce que c'est la patrologie de Migne? C'est les commentaires des pères des premiers siècles, un peu comme les sources chrétiennes, là, dans la première édition, c'est un truc absolument magistral. C'est vraiment la patrologie de Migne, comporte 264 volumes, une quarto. Pour les biographes qui écrit que le mec se baladait avec la patrologie de Migne, on croit rêver, quoi. Enfin, en réalité, il fait des pages probablement, et il les collait dans un petit calibre. Il était extrêmement soucieux d'investigation spirituelle. Il lisait les psaumes dans le texte hébreu, parce que assez curieusement, il parlait l'hébreu. Donc il y a toute une espèce d'érudition, spirituelle qui existe, qui n'est rien de sa foi propre. Donc ça, c'est un élément. Et de l'autre côté, il y a une espèce de... D'abord, il y a un deuxième point qui est la manière dont il est hanté par le mal et par la faute. Donc c'est quelque chose qui, pas de pernanosien, mais il est hanté par le mal et par la faute, sur le plan personnel. Je le prends par petites touches pour arriver au bout. C'est quoi le mal? C'est le mystère du mal, c'est le fait qu'il se croit capable du pire. Et d'ailleurs, il a inventé ce personnage incroyable qui est Moravagine, qui est son double maléfique, qui lui a été inspiré par un fou qu'il avait rencontré à l'asile de la Val d'Ao, en Suisse. Et qui l'accompagne partout, qui est véritablement son double maléfique. Donc il est vraiment hanté par le mystère du mal. Quand il s'engage à la Légion étrangère, c'est très étonnant,
Il s'engage en 14, il s'engage pour bon, l'assignation du droit là, et autres conneries. En fait, non, il est quand même, voilà, il est quand même plus direct que ça. Et il dit, c'est une occasion de libération personnelle. De libération personnelle. Je veux savoir de quoi je suis capable. D'où ce texte absolument terrible. J'ai tué le Boche, moi le poète, j'ai été plus rapide que lui, j'ai été plus fort que lui, je l'ai tué. Il y a chez Sandra quelque chose d'étrange et de douloureux. Et puis il y a la faute, qui n'a jamais cessé de le hanter. Deux grands écrivains du voyage, c'est très étonnant d'ailleurs au XXe siècle, ont été hantés par la faute. Sandrard, la faute de la mort de sa fiancée en Russie dans les années 1910, là-dessus, comme c'était un grand, comment dire, comme il prenait énormément de liberté avec la vérité. La Sandrard est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'arranger sa biographie, de raconter des choses ici ou là. Quand on lui fait le questionnaire de Proust, il dit quel est le vice pour lequel, le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence, il répond le mensonge. Et donc il n'a jamais cessé de faire ça. On ne sait jamais de quoi cette malheureuse fiancée est morte. En tout cas, il en parlait encore à Elisabeth Prévost en 1938, alors que l'action se passe en 1910. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'a absolument hanté. L'autre étant Kessel, qui a été hanté toute sa vie par la mort, par le suicide de son frère, le père de Maurice Brulon, et en fait dont la faute hante l'œuvre. Le premier livre qu'il publie après le suicide de son frère, c'est L'équipage. Il s'agit d'une faute qui est une faute d'adultère, donc en particulier, mais qui renvoie au fait qu'il avait eu une aventure avec la femme de son frère, celui qui s'est suicidé, et on voit très bien que l'œuvre entière de Kessel est hantée par la faute. C'est assez fascinant. Les deux écrivains du voyage sont des écrivains du départ à cause de la faute. Donc il y a l'érudition spirituelle, il y a le mal et il y a la faute. Tout ceci pourrait fabriquer un esprit religieux, naturellement religieux. Ce qui me touche énormément chez Sandrard, dans un monde qui est, comme notre monde contemporain, absolument dévoré, dévasté par les professions de foi plus absurdes les unes que les autres, c'est qu'il reste un agnostique sensible. Quand j'étais petit, chez les jésuites, un jour je perds la foi, et je vais voir mon père spirituel, et je lui dis, mon père, il se passe quelque chose de dramatique, je ne crois plus en Dieu. Et ce jésuite qui appartenait à une espèce disparue me regarde avec un soupçon d'ironie, il me dit, mais ça, mon vieux, mais ça n'a aucune importance. Alors, je suis un peu surpris, parce que c'était quand même pas l'air de Jean de Davison, il me dit, non, ça n'a aucune importance ce que vous croyez. Que lui cesse de croire en lui pourrait présenter des inconvénients, cesse de croire en vous pourrait présenter des inconvénients beaucoup plus graves, mais ce que vous en pensez, vous, n'a absolument aucune importance. C'est la phrase de Jaspers que j'adore au début de l'histoire de la philosophie. Je déteste cette prétention qu'ont certains hommes d'en instruire d'autres au sujet de Dieu. Depuis, je ne peux pas entendre un imam, un rabbin, un évêque sans avoir l'oreille qui se dresse et entendre la phrase de Jaspers, je déteste cette prétention qu'ont certains hommes d'en instruire d'autres au sujet de Dieu. Voilà. D'ailleurs, les plus grands saints n'en parlent pas. L'apophthegme des pères du désert que je préfère, c'est encore une fois le grand Arsène, qui est un de mes maîtres. Alors Arsène est ermite au désert de Cété depuis 20 ans à vivre dans l'ascétisme, le mysticisme et les macérations, avec un petit disciple, là, ils avaient tous des petits moines qui leur servaient de disciples, et l'évêque d'Alexandrie, personnage considérable de la chrétienté de l'époque, l'évêque d'Alexandrie vient le voir et demande à le voir. Et Arsène ne veut pas le voir. Il a déjà une très grande réputation de sainteté. Son petit moine lui dit, bon, enfin quand même, Abba, c'est l'évêque d'Alexandrie, tu ne peux pas refuser de lui dire une parole. Vous savez que chez les orientaux, on aborde un personnage spirituel et on lui dit, Abba, dis-moi une parole. Si vous allez au Moitos, vous pouvez faire ça. Vous croisez un type là, qui descend de la montagne, vous lui dites « Abba, dis-moi une parole ». Et il dit quelque chose. Et quelquefois, vous êtes surpris parce qu'il y a un petit côté d'onde double vue, mais il vous dit la parole que vous attendez. Il vous dit quelque chose. C'est très russe, c'est très orthodoxe, c'est très grec, c'est très oriental. Mais il vous dit quelque chose qui est utile à votre salut. Dis-moi une parole utile à mon salut. Et donc le moine dit à Arsène « Tu ne peux pas te dispenser de dire une parole à l'évêque d'Alexandrie ». Et Arsène lui répond, s'il n'est pas édifié par mon silence, pourquoi serait-il édifié par mes paroles? C'est une des plus belles phrases que je connaisse sur le... Bon. Il y a quelque chose comme ça chez Sandrard. Personne ne sait ce à quoi il croyait exactement. Il y a une préscience à la fois du mystère du mal et de la puissance cachée du divin dans l'œuvre de Sandrard, sur laquelle il ne s'est jamais expliqué,
dont il n'a jamais parlé en termes explicites, et qui est, pour moi, absolument bouleversante. Tout comme, d'ailleurs, la présence de la foi chez Apollinaire, qui est également quelque chose d'extrêmement mystérieux. On peut mesurer, d'ailleurs, je trouve, notre côté absolument décadent au fait qu'on se pose cette question. Il y a un texte d'Alain Besançon que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Trois tentations dans l'Église ». Et il explique que c'est précisément après la déchristianisation générale et le fait qu'au fond le catholicisme devienne une secte comme une autre, qu'on voit apparaître ces notions extrêmement bizarres de l'écrivain chrétien, de l'écrivain catholique, pire encore, du grand écrivain catholique, l'horreur absolue, quoi. On voit apparaître, et Besançon, lui-même personnage assez pieux, dit, enfin, c'est quand même très surprenant, personne n'irait parler de Molière ou de La Fontaine comme de grands écrivains chrétiens. Et pourtant, ils le sont. Ils le sont sans l'exprimer, ils le sont sans le savoir, ils le sont sans le dire. C'est l'air qu'ils respirent, c'est l'atmosphère de leur conscience morale. Il y a quelque chose de ce type-là chez Apollinaire comme chez Sandrard. Vous voyez, quelque chose d'autrefois. Ils sont absolument là-dedans. Ça me fait penser aussi à... Mais ils sont là-dedans sans l'exprimer, sans expliquer qu'ils préfèrent Nicée III à Constantinople II, et à se demander gravement si Humanevitae 4 est mieux que Laborim Exercens 12, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils ne reviendraient pas à l'idée d'écouter sur ces questions absolument fondamentales la parole de vieux messieurs pourvus de jupes rouges. Ça ne leur traverserait pas la tête. Mais néanmoins, ce dans quoi ils sont plongés, véritablement, c'est ça. C'est peut-être quelque chose qui reste du Moyen-Âge, au fond, et je crois que l'une des raisons pour lesquelles Sandrard aimait énormément Benoît Labre, c'est que Benoît Labre, qui vivait au XVIIIe, vivait au XVIIIe comme un mendiant du Moyen-Âge, comme un fol en Christ de l'époque russe, vous voyez, c'est-à-dire qu'il vivait dans le mépris des grandeurs d'établissement, comme un personnage absolument itinérant, et Sandrard a été absolument fasciné par cette figure pour ce qu'elle disait. Je pense que dans le goût qu'il avait de cette figure s'exprime quelque chose du divin qui n'avait pas besoin chez lui d'être dit de manière explicite. Vous avez ça aussi dans les 7 piliers de la sagesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 7 piliers de la sagesse. Dans les 30 premières pages des 7 piliers de la sagesse, Laurence décrit le rapport des Bédouins à l'islam. Et il raconte la manière dont il a été surpris au début qu'il n'en parle jamais. Jamais. Vous savez, comme ils ne disent pas comme les gens d'aujourd'hui, maintenant, des choses horribles maintenant. Les catholiques vous disent, dans notre religion, les musulmans vous disent, chez nous, on fait comme ça, etc. Non, enfin non. Ça, c'est le signe que le chez nous, que le machin est devenu extérieur à la conscience. Parce que si ça n'était pas extérieur à la conscience, on n'aurait pas besoin d'en parler. On ne dirait pas chez nous. À la fin, ça ressemble à un rite alimentaire. Quoi, je veux dire. Alors, chez nous, on fait le carême, comme on dirait, chez nous, on fait les crêpes à la chandeleur. Non, mais c'est très intéressant. Quand nous sommes sortis du Moyen-Âge, nous sommes sortis d'une relation absolument placentaire, si je puis dire, vous voyez, avec ce qui nous constitue. Et Laurence dit ça, et il dit, ce qui est fascinant avec les Bédouins, c'est qu'en fait, ils n'en parlent jamais. Pourquoi ils n'en parlent jamais? Parce que Dieu est pour eux l'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils boivent. Et donc, on ne va pas se mettre à en parler. On ne va pas faire des commentaires sur l'air qu'on respire ou l'eau qu'on boit. Il y a quelque chose comme ça chez Sandrard, qui passe par le mystère du mal, qui passe par le mystère de la faute, par le voyage, par une espèce de rédemption qui ne dit jamais son nom. Et c'est une chose qui me touche énormément, et qui me touche beaucoup plus que toute forme de profession de foi explicite. Je donnerais, si vous voulez, toute l'incertitude métaphysique et bouleversante de Sandrard pour le thomisme hystérique de Paul Claudel, qui feint en réalité de savoir ce que Dieu veut et de pouvoir l'exprimer. Il y a quelque chose d'apophatique, vous savez, de théologie négative chez les poètes du type de Sandrard. Et quand on voit les Pâques à New York, c'est absolument extraordinaire. J'aurais dû vous en lire. Vous avez les Pâques à New York ici? Je trouvais non. Qui peut me dire? Est-ce que vous avez ça? C'est dans Du Monde Entier en Gallimard Poésie. Vous n'avez pas ça quelque part? Que je voudrais quand même on réserve notre truc et puis je voudrais quand même vous en lire un passage parce qu'on voit ce dont il est question quand on parle de foi, quoi. J'ai une question, voilà. Alors en attendant de trouver le livre, si nous l'avons, je l'espère, me vient une réflexion, je me faisais cette réflexion en vous lisant, en fait, les Sandrard, tout le monde connaît, je connaissais de nom, je n'avais jamais rien lu.
J'ai sondé une de mes collègues à la librairie qui a lu L'Or, à un moment donné, pendant ses études au lycée, j'imagine, et c'est tout. Je me demandais, vous parliez de la liberté en début de notre entretien. Est-ce que ces auteurs, dont Blaise Cendrars fait partie, et qui sont si peu étudiés, auxquels on introduit si peu les jeunes aujourd'hui, est-ce que cette question de la liberté, finalement, ce sont des hommes et des femmes qui vont exercer l'usage de leur liberté de la façon la plus absolue, je dirais? Est-ce que c'est ça qui fait problème? Pourquoi ces auteurs-là, on ne les connaît plus? Je sais, en même temps, je crois qu'on ne les connaît plus parce que... les connaît sans les connaître. On les connaît sans les connaître. Ils sont pas... comme je disais, ils sont assez éclatés, ils sont un peu inassimilables à une case. Alors si vous prenez le roman de voyage, vous pouvez faire L'Or, comme vous faites, je sais pas quoi, Fortune carrée ou Les secrets de la mer Rouge, quoi. Enfin bon. Mais ils sont assez inassimilables. Est-ce que ça doit être lu par les jeunes? En réalité, la vérité... Est-ce que ça peut être lu par les jeunes? Non, je pense pas. Voilà. Je pense pas du tout. Ah, génial. Merci beaucoup. Je pense pas du tout. J'avais écrit autrefois un livre sur Ignace de Loyola, et... voilà. J'avais écrit un livre sur Ignace de Loyola, et donc je l'écris, et puis je vais signer mon livre chez les Jésuites, et là je tombe sur mon vieux professeur d'histoire, un personnage extrêmement sarcastique et désagréable, qui s'approche avec mon livre, il me traitait à l'époque vraiment avec beaucoup de mépris, en me demandant de le signer. Alors je lui signe mon livre, et il reste là, imperturbable, un grand type très esthétique comme ça, et je lui dis, ah, quand même mon père, j'ai une question à vous poser, maintenant que 50 ans ont passé, pourquoi n'en parliez-vous jamais d'Ignace de Loyola, de ce qu'il était? Et il me répond, mon cher Sureau, c'était à l'époque où plus personne ne s'appelait par son... heureuse époque où personne ne s'appelait par son prénom, mon cher Sureau, voyez-vous, Ignace n'est pas un auteur pour les petits garçons. Je trouve ça extrêmement juste. C'est-à-dire que Cendrars, on peut lire Apollinaire quand on a 20 ans, à cause du côté directement sentimental d'Apollinaire. Vous voyez, l'Énix du Rhin, reviendrez-vous, Marie? Vous voyez, tout ça, j'ai cueilli ce bras de bruyère, l'automne est mort, te souviens-t'en. On peut lire Apollinaire quand on a 20 ans, on est même fasciné par ça quand on a 20 ans. Je pense qu'on ne peut pas lire Rimbaud quand on a 20 ans. Je pense que Rimbaud est un auteur qu'on lit quand on a 30 ou 40 ans, parce que c'est là où on est saisi par son intensité métaphysique. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité. Bon. Et Cendrars, c'est un auteur pour cinquantenaires. Cendrars est un auteur qui, en fait, ne peut être, à mon avis, pleinement goûté que par des gens qui ont déjà une assez grande variété d'expériences humaines et qui se demandent comment Blaise Cendrars a fait face au ciel. Oui, je pense. Je pense que c'est tout à fait inutile de le faire étudier. Je pense qu'on n'introduira pas les jeunes à la littérature en leur faisant étudier du Cendrars en première ou en terminale. Mais à quel âge avez-vous découvert Cendrars? Très tard, vers 40 ans. Ouais. Ouais, vers 40 ans, c'est là où j'ai commencé à... Et j'ai découvert, précisément, c'était après la guerre en Yougoslavie, que je m'intéressais aux récits de guerre, donc j'ai lu ceux de 14, très très beau texte, hein. Et je suis tombé sur J'ai saigné, qui pour moi est resté un livre... Henry Miller disait, je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant. Henry Miller, quand même, hein, pas... enfin bref, je ne donnerai pas de nom contemporain. Henry Miller disait, je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant peur en lisant un livre. C'est quand même assez fascinant. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur René... Seigneur, quand vous mourûtes, le rideau se fendit. Ce que l'on vit derrière, personne ne l'a dit. La rue est dans la nuit comme une déchirure, pleine d'or et de sang, de feu et d'épluchures. L'étoile qui disparut alors du tabernacle brûle sur les murs dans la lumière crue des spectacles. La banque illuminée est comme un coffre-fort où s'est coagulé le sang de votre mort. Les rues se font désertes et deviennent plus noires. Je chancelle comme un homme ivre sur les trottoirs. J'ai peur des grands pans d'ombre que les maisons projettent. J'ai peur, quelqu'un me suit. Je n'ose tourner la tête. J'ai peur, j'ai le vertige, je m'arrête exprès. Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Le mal s'est fait une béquille de votre croix. C'est phénoménal. Enfin, c'est d'une puissance. C'est d'une puissance. Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne. Ma chambre est nue comme un tombeau. Je suis tout seul et j'ai la fièvre. Mon lit est froid comme un cercueil. Seigneur, je ferme les yeux et je claque les dents. Je suis trop seul, j'ai froid, je vous appelle.
Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses, je pense, Seigneur, à mes heures en allées, je ne pense plus à vous, je ne pense plus à vous. C'est autre chose qu'un sermon du dimanche, quand même. Mais vous connaissez la dernière phrase de... J'aime beaucoup ce genre de choses en matière spirituelle. Vous connaissez la dernière phrase de Bernanos, non? Je tiens à la dernière phrase de Bernanos, je ne sais pas que c'est vrai. Bernanos avait un confesseur qui s'appelait Pézeril, qui était le coadjuteur de l'archevêque de Paris à l'époque. Et je me souviens d'avoir entendu un soir à la maison, quand j'étais petit, Pézeril raconter comment il avait recueilli les derniers mots de Bernanos. Alors Bernanos fait sa confession générale, reçoit l'extrême onction, tout ça se passe très bien, il est en train d'agoniser, et tout d'un coup il se redresse sur son lit, et fixant un point que personne ne voit, il dit d'une voix extrêmement forte et changée, « À nous deux, maintenant ». Non mais c'est le langage même des psaumes. C'est le langage même des psaumes, c'est ça que j'aime énormément là-dedans. On a l'habitude de lire les psaumes de manière gna-gna-gna, des profondistes, la maviaté dominée. Mais c'est une demande d'explication. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Pourquoi restes-tu sourd au cri de ma prière? C'est une explication d'homme à homme. C'est le plus beau texte qui a inspiré Gauguin et Delacroix. C'est le combat de Jacob avec l'ange. Dis-moi comment tu t'appelles. Et à la fin, l'ange, qui est l'ange du Seigneur, qui est d'une certaine manière le Seigneur lui-même, lui dit parce que tu as, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté contre Dieu et que tu as eu la vie sauve. Alors, Jacob prit sa famille et ses troupeaux et traversa le gué du Yabok. Non, ça c'est... Il y a chez Sandrard, comme chez Apollinaire, une consonance avec l'écriture biblique, dans sa simplicité et son absence de dogmatisme, vous voyez, dans sa discussion avec Dieu, dans sa crainte, dans ses peurs, dans ses angoisses, qui est absolument extraordinaire. Comme le récit de la vocation d'Amos. Vous connaissez le récit de la vocation d'Amos, dans le livre d'Amos? Il a l'air éperlué. Moi, j'aime énormément Amos. On lui demande ce qui lui est arrivé, parce que le type commence à prophétiser là, comme un diable sur les places, c'est-à-dire ça va très mal se terminer. Et il dit je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je plantais des sycomores. Et puis l'ange du Seigneur est venu me chercher, le dernier derrière le troupeau. Magnifique. Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je plantais des sycomores. Il y a ça là-dedans, du monde entier, au cœur du monde. Merci beaucoup François Sureau pour cette rencontre. Merci à vous. Et François Sureau peut dédicacer son livre sur une table. On va trouver. Et là.